Rien de particulier, c'est le retour à la normale. Le retour à la normale, c'est ce qui s'est passé avant qui était compréhensible. Bertrand a rappelé des choses sur lesquelles je veux parvenir, c'est-à-dire que l'incongruité, donc l'irrationalité d'un comportement qui a consisté à abandonner ses devoirs à l'égard de la force multinationale mixte, comportement totalement irrationnel, d'autant plus que Boko Haram sévit sérieusement au Nigeria et que la force multinationale mixte a été créée justement pour lutter contre Boko Haram et ça a beaucoup contribué à stabiliser le Nigeria. On ne comprend pas comment le Nigeria dit qu'il va entrer en guerre contre le Niger alors que dans la province qui sépare deux pays, une bonne partie des populations du Niger sont des Nigériens et vice-versa. Il y a pratiquement des États qui sont venus voir M. Tinubu pour dire que bon, vraiment, ce que tu veux faire là, réfléchis 2 fois. L'armée a réfléchi et a vu que s'il faisait une telle erreur, les conséquences étaient très graves. Même arriver à des sécessions au Nigeria. Donc, Bertrand l'a dit, des gens les plus sérieux, nous ici, on avait dit qu'il n'y aura aucune guerre et que le Niger n'était pas en mesure de lancer une attaque contre le Niger. Alors maintenant, puisque c'était les parrains occidentaux qui étaient à la manœuvre, le Nigeria, qui est très dépendant de par son pétrole, son histoire coloniale, des pays anglo-saxons, en particulier l'Angleterre et les États-Unis, très dépendant à ce niveau-là, et puis la qualité de son président actuel. Jonathan a donné un ensemble de considérations qui montrent qui il est, et nous l'avons dit ici avant qui il était. D'ailleurs, à l'époque, ça nous a même causé des problèmes. On a causé le problème que nous, on ne respecte pas les présidents, tout ça, comme ça. Un président d'un pays frère. On a dit non, on dit la vérité. Maintenant que c'est connu de tous, les gens oublient qu'ils nous ont canadés ici. Parce que nous, on parlait, oui, les gens oublient ça. Parce qu'on avait, dans notre travail d'avant-garde, mis sur la table la situation de Tinubu. Et nous disons qu'un président comme ça est très dangereux pour un pays et pour l'ensemble du continent. On vous a dit que c'est un maniaque du pétrole. Mais au Nigeria, en fait, les maniaques du pétrole au Nigeria, il faut les classer en catégorie, parce que le pétrole nigérien est contrôlé par les majors, la plupart anglo-saxonnes. Bon, la France y a fait une percée, mais historiquement, les anglo-saxons, quand la Chine a voulu pénétrer ce marché à l'époque de Basanjo, c'est ce qui a créé Boko Haram vient de là. Boko Haram vient de là. Et la structure de l'armée nigériane fait que, comme c'est l'armée qui contrôle le pétrole, dans le sens où c'est elle qui sécurise les routes pétrolières et les circuits d'approvisionnement, l'armée a pris une place prépondérante dans l'économie pétrolière du pays. Et aujourd'hui, Bertrand l'a dit, le nerf du pays, c'est le pétrole. Ce n'est pas seulement que c'est la principale source de rentrée financière, mais c'est que l'enrichissement des élites et leur reproduction au quotidien au Nigeria passe par le pétrole. Et quand je parle de l'élite, je parle de l'élite gouvernante en grande partie. La succession de coups d'État militaires s'expliquait en grande partie à cause de ça. Alors Tinubu, qui a fait élire plusieurs présidents, a dit c'est mon tour. Et avant que son tour n'arrive, il a eu le temps de voir les fesses de tous les autres présidents. Vous voulez que je dise ça? Et depuis même qu'il était étudiant, il a un passé qu'on connaît. Il est dans la mafia pétrolière en plus de la drogue. Ça explique les problèmes de Dangote. Mais moi, j'ai dit, c'est que moi, je ne parle pas de Dangote. Dangote s'en fout de panafricanisme. Moi, je m'en fous de lui. Moi, j'ai dit ça depuis. Hein. Donc, les gens m'appellent de partout, Dangote. J'ai dit, moi, il y en a qui découvrent le panafricanisme à travers Dangote. Moi, Dangote, je m'en fous de ces problèmes. Il n'a pas besoin de nous qui se débrouillent. Moi, je l'ai dit depuis très longtemps. Non, il marche avec les Bill Gates qui ont essayé de tuer tous les Africains, tout machin et comme ça. Et ils se battent des bagarres là. Non, moi, je ne vois pas en quoi les problèmes de Dangote sont des problèmes panafricanistes. Ça ne me regarde pas. Il ne s'est jamais occupé de l'Afrique en termes de quand on fait le combat, il ne s'intéresse pas. L'Afrique est le seul continent où les élites financières et économiques ne s'occupent pas d'un combat qui devait être le leur, où ils devaient être en première ligne. Parce qu'il est question de libérer le marché africain et c'est eux qui vont profiter. Mais ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils sont tous des prêtres blancs, ce sont des affairistes et ce qu'on appelle une bourgeoisie compradeur. Donc, les enjeux sont clairs. C'est une situation de normalisation. Et souvent,
faut faire très attention parce que ce genre de signes, de signaux, parce que quand vous voyez ce qu'on met en avant comme argument, c'est souvent aussi parce que les pays africains sont très forts dans ça. Quand ils veulent faire, ils se sentent menacés, ils veulent rééquilibrer certains rapports, ils vont faire semblant d'aller vers le Niger pour envoyer un message non dit à ses partenaires avec qui il veut engager toutes les discussions. Que si vous vous amusez, vous voyez, moi, comme les femmes qui pleurent souvent, là, une forme de chantage. Et ils appellent ça une stratégie. Non, ce n'est pas ça la stratégie. Ça peut marcher à court terme, mais ça marche à long terme, ce n'est pas ça une stratégie. C'est pas ça une stratégie. Donc vous expliquez un ensemble d'enjeux qui explique la démarche. Tu as parlé de Pabla Nigeria, Alger, on sait, c'est un vieux projet qui est très cher à l'Europe, très très cher à l'Europe. L'Europe compte énormément dessus. On vous a parlé du pipeline avec Nigeria qui doit aller au Maroc en passant par le Mali, etc. Ce sont des gros enjeux. Ce sont des gros enjeux qui peuvent expliquer que, comme les militaires, je vous l'ai dit, c'est eux qui sécurisent les routes là, les routes de pipeline, tout ça. Il est donc normal qu'à un moment donné, maintenant que l'ES a montré que bon, aucun pays ne peut les attaquer, du moins dans cette sous-région-là, ben, il est temps de faire les affaires normalement. Alors, on laisse tomber le masque, la honte, on va au Niger qu'on a voulu attaquer hier. La question est, mais, hier vous voulez attaquer, pourquoi on n'a pas attaqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est là que vous voyez, Fabrice, comment on tient nos États. Vous voyez comment des États ne peuvent... Ce qui est normal, c'est que on se mette rapidement aux côtés des pays de l'AES pour lutter contre les terroristes. C'est ça qui est normal. Hein? C'est la moindre des choses. C'est ce que l'État doit faire. Non, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est notamment vos présidents, vos chefs d'état-major, celui qui est parti là, son cœur est partant. C'est lui qui disait que je suis prêt. On me dit de partir aujourd'hui là. Je vais aller, on aura la victoire. Monsieur Moussa. Celui qui est devant là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement il ne tient plus ce langage? Vous voyez? Ce qui s'est passé, c'est quoi, Jonathan? Fabrice, c'est tout comme. Hein? Voilà. Fabrice, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, vous voyez, un dirigeant, un chef d'état-major de Samé, Papa Barceleki, il dit que moi, donnez-moi l'ordre, demain j'attaque, on va gagner. Aujourd'hui, il s'en va voir ceux qu'il voulait, qu'il devait taper, qu'il devait battre hier. Et il cause avec eux tranquillement. Ça ne lui dit rien. Mais oui, la politique n'a pas d'état d'âme. Non, ce sont des histoires, ça n'a pas de sens. Pourquoi? L'armée du Nigeria, sa place, c'est dans l'AES. Oui. Sa place naturelle, c'est dans l'AES. Où elle doit aller s'asseoir pour concocter avec ses frères, pays frères, une véritable stratégie pour en finir avec les terroristes. Mais tu sais pourquoi elle ne peut pas le faire? Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les dirigeants, au sens digne de ce mot. Ils sont tous tenus par l'Occident. Comment on peut expliquer qu'une grande nation comme le Nigeria dit que, a peur d'un petit Macron? C'est incroyable. C'est-à-dire que Tinubu ne peut pas autonomiser une démarche du Nigeria sur le plan géopolitique parce qu'il espère être reçu à l'Élysée par le petit Macron. Vous ne pas savoir qu'après il est parti à l'Élysée, on l'a reçu à l'Élysée, ça dit que bon, ça dit que je veux dire que c'est comme le Nigeria. Si le Nigeria doit aller voir Macron, mais Macron c'est le petit. Macron c'est petit pour dire qu'il doit se mettre à genoux devant le Nigeria. Vous voyez un peu? Non. Ça dit qu'il a négocié pour aller voir Macron, et pour ça, il a fait le théâtre, dit que je vais attaquer, je vais attaquer. Est-ce que c'est la France, Fabrice, les pays occidentaux, qui doivent décider de la géopolitique dans la région, dans la sous-région ouest-africaine, là où il y a le Nigeria? Non. C'est pas le Nigeria qui devait être en première ligne pour dire que voici, moi je tire, je vous tire. Venez ici, là on s'entend, on fait une véritable stratégie qui nous permettra de démontrer que de nous faire respecter. L'enjeu est là. Pourquoi le Nigeria ne joue pas son rôle naturel de patron géopolitique et stratégique dans la sous-région, de celui autour de qui on devait dessiner les dynamiques stratégiques sous-régionales? Pourquoi? Voilà la vraie question. Pourtant, elle a tout. Ce pays le plus peuplé, c'est la puissance sur le plan économique, elle a tout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il est là. Parce que c'est ça l'Afrique, Fabrice.
on a un potentiel économique. Chaque pays a un grand potentiel économique. Mais dans la réalité, il est pauvre. Nigeria, grand potentiel économique. Mais dans la réalité, ben, oui, il n'a même pas d'armée. Il n'a même pas d'armée. C'est incroyable ça. Un gros pays comme ça, il n'a pas d'armée. Est-ce que vous vous rendez compte? Comme la RDC, gros pays. Il n'y a pas d'armée. Je vous dis la vérité. Voilà le vrai débat. Bon, le chef d'état-major, là, c'est bien. Il faut respecter le chef d'état-major. Mais ta chefferie d'état-major, là, veut même dire quoi? Non, mais Bertrand fait Paris. Moi, je me demande, ta chefferie d'état-major, c'est quoi? dit que les problèmes d'Africains. Parce qu'un chef d'état-major doit quand même avoir c'est-à-dire que une base d'action, une force de projection, capacité d'action. Un vrai chef d'état-major. Moi, je ne comprends pas comment le Nigeria ne peut pas être... La France vient parler fort devant le Nigeria. Dans ce qu'on appelle la zone naturelle d'expansion du Nigeria en termes géopolitiques, géostratégiques. C'est un petit garçon de l'Élysée qui vient faire la loi là-bas. Même dans la CEDEAO. Le président nigérian est assis, des teintés occidentaux ont rempli la salle, les filles sont dans la salle, elles se lèvent les jupes même quand elles marchent, tous ces consorts, et le président Nigeria est assis, Tinubu est assis. Vous trouvez ça normal? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Donc, cette quasi-démission, bon, je ne parlerai pas de démission, parce que pour démissionner, même, il faut déjà avoir la possibilité de faire. Cette absence, cette inexistence du Nigeria, au plan géopolitique et géostratégique, n'est pas un problème pour celui qui se voit. Ça explique simplement la réalité du pays, la réalité de ses relations avec ses anciens colons, avec les États-Unis. Et nous parlons du terrorisme, Fabrice. Boko Haram, c'était quoi? Comment on explique Boko Haram au Nigeria? Jonathan a parlé de trafic de drogue et tout. Mais Jonathan sait très bien que ce n'est pas ça qui explique le terrorisme. Il le sait très bien. On s'en sert. Les gens s'en servent pour construire des réseaux dormants et masquer le travail des services secrets. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça qui est au cœur du terrorisme. Des trafiquants ne peuvent pas lever des armées, du moins dans le contexte africain. On n'est pas en Colombie ici ou au Mexique. Il y a encore que là-bas, on sait qui est derrière tout ça. On sait qui est derrière tout ça. Voilà, on sait qui est derrière tout ça. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, comment Fabrice, un pays comme le Nigeria, a pratiquement vu toute une région de son territoire être paralysée par Boko Haram. Et ça a débordé dans d'autres pays voisins. Boko Haram Camerounais a été créé à partir de Boko Haram Nigeria. Nigeria. Bien sûr. La France a bien fait son double jeu parce qu'il y avait la possibilité au Nigeria. Bah, quand vous analysez ça, Jonathan vous a dit, Tinubu a sa raffinerie où il faut dire dans le pays. Et les revendeurs avaient Owando. Bon, la question est de savoir qui est réellement derrière lui. Qui est derrière lui? Les Rothschild et les Rockefeller. Okay. Merci, Jonathan. Merci. Qui est derrière Dangote? Les Rothschild et les Rockefeller. N'a-t-il pas pour ami Bill Gates? Si. Qu'est-ce qu'il dit Bill Gates à Dangote? Et moi, je vais vous dire, quand Tinubu a été élu, Dangote a amené Bill Gates le rencontrer. Non, parce que quand les gens m'interpellent, là, que faisant une idée pour Dangote, bon, ben là, je vais parler. Parce que vous faites semblant de ne pas voir les choses. Et c'est comme ça qu'on démembre un pays. Les Rothschild, là, ceux qui ils fabriquent Tinubu, ils fabriquent Dangote, ils fabriquent un autre. Vous n'allez plus jamais vous libérer toute votre vie. Il y a Denuga qui est en Angleterre, toujours le pétrole. Donc, écoutez, comment tu peux c'est profond. C'est très profond, Jonathan. Et lorsque les capacités géopolitiques d'un pays, Fabrice, parce que là je vais faire maintenant de la géoéconomie, d'un pays, sont transférées à des entités économiques privées, c'est très dangereux pour la sous-région et pour le continent africain. Parce que votre géopolitique ne se fera plus par votre président, mais par des entités économiques qui sont des voyous, des gens sans morale et qui sont prêts à balkaniser le pays. Mais Boko Haram, c'était ça. C'est ça, Jonathan. C'est ça. Alors, vous imaginez donc que
je vous ai dit que dans les pays africains, une des stratégies, on parlait de ça la semaine dernière, quand moi, Bertrand et moi, on parlait du pétrole, des audits au Sénégal sur le secteur pétrolier, pour lire les contrats. Vous vous rappelez? Nous disions que les multinationales pétrolières, ils ont leur stratégie. Et c'est clair, ce n'est pas qu'on discute ça, c'est clair. Comment mettre un pays à feu à sang? Autrement dit, toi, quand tu es président, là, tu regardes d'abord, tu dis que les gens, ils sont là. Tu ne tentes même pas de faire la moindre réforme. Ils marchent en meute. Et ça, en meute. Et comme en temps de paix, comme en temps de guerre, ils gagnent. Pourquoi? Parce que quand tu les désobéis, ils mettent ton pays à feu à sang. Les rebelles qui sont là, ils leur donnent les miettes. Vous pouvez faire 45 ans de guerre civile. Ils exploitent le pétrole tranquille, tranquille. Personne n'attaque les deux. Personne n'attaque. Hein. Il n'y a pas de colère. Tu ne vas pas attendre d'attentat contre un site pétrolier. Non, c'est eux qui tiennent l'affaire. Rappelez-vous au Congo-Brazzaville. Le Mozambique vit cette situation. Mais clair et net. En ce moment. Dès qu'on dit qu'il y a le pétrole, vous allez voir immédiatement les bandes de rebelles vont sortir. Pourquoi? C'est dans la stratégie. Et les gars te lèvent des armées de rébellion comme un jeu. Hein. C'est un jeu pour eux. C'est un jeu pour eux. Donc, Jonathan l'a dit, le Nigeria c'est de solidarité de la CEDEAO. Vous êtes des journalistes, vous connaissez très bien la gestion de la titraille. Mais moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je rejoins Jonathan. Ils sont vraiment solidaires de quoi? Peut-être pour une intervention. Non, c'est quoi? C'est-à-dire que, parce que quand vous dites que c'est solidarité, c'est comme s'il y avait une politique du Nigeria. Il y a une grande politique du Nigeria. Il y avait une politique de la CEDEAO pour manquer... La CEDEAO, c'est le Nigeria, en principe. C'est le pays, c'est le Nigeria. Même quand il y a eu les Comores, c'est le Nigeria. C'est-à-dire que, et ça c'était très facile parce que les Occidentaux sont cachés derrière pour dire vas-y. Donc normalement, c'est le Nigeria qui doit taper le poing sur la table au sein de la CEDEAO, normalement. Mais dis-moi comment c'est Paris qui parle fort. Mais expliquez-moi. Donc quand on dit que bon, il s'est désolidarisé, de qui? De qui? Parce que ce n'est pas lui qui décide, Jonathan, de la politique de la CEDEAO. Attention, c'est pas lui. Très bien, c'est l'OTAN. Donc maintenant que l'OTAN n'a pas été capable de réussir son coup, il n'y a pas de désolidarisation. C'est qu'au départ, on était d'accord. Comme l'OTAN, vous n'avez pas pu, nous aussi. Vous n'allez pas m'en vouloir maintenant, moi aussi, comme ça vous a dépassé. Vous n'allez pas me reprocher de partir. Mais Jonathan l'a dit, c'est au Niger de faire très attention. C'est au Niger de faire attention parce qu'il est question de consolider l'AES au détriment des États sur qui on ne peut pas compter comme le Nigeria. Parce que si le Niger est distrait parce que le grand Nigeria, entre guillemets, se rapproche, hein, on a vraiment gagné, en oubliant que la victoire, c'est de consolider sérieusement l'alliance et rien que ça, pas se laisser distraire par les manœuvres du chef d'état-major du Nigeria, bon, qui a une coopération minimale, oui. Mais l'axe de gravité de la géopolitique et de la stratégie désormais dans cette région, c'est l'AES. Surtout pour ces trois pays-là.